Moi, quand j'entends Et Luc Julia, tout expert qu'il est, tout créateur de Siri qu'il est, c'est complètement débile ce qu'il raconte. Ça me rend fou. Non, la réalité, moi, je la vois tous les jours. Moi, je fais des workshops ici en Asie. Là, j'en ai fait un le mois dernier à Jakarta. Je présente le workshop, je dis tout ce qu'on peut faire. La première question qu'on me dit, c'est mais attends, mais j'ai plus besoin de salariés en fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur 20 ans de référencement naturel, le fameux SEO. On va parler de bidouille, on va parler des outils IA qu'on a aujourd'hui qui sont disponibles et même du futur. Parce qu'il faut être honnête, tout a changé ou tout est en train de changer ou presque. Et je suis très content d'être accompagné de Elliot Bobier pour cette émission qui va être super sympa. Alors, pour le présenter rapidement, cofondateur du SEO Summit, un très bel événement qui a lieu en France chaque année depuis 2017, autour du référencement naturel, bien sûr. C'est un expert dans le domaine depuis plus de 15 ans maintenant, que ce soit sur la partie on-site ou off-site. Il est également cofondateur de la plateforme Content Rank et il a aussi, alors ça c'est très intéressant aussi, un outil que j'ai utilisé pendant longtemps, ambassadeur de l'outil Yoda, qui est un très bel outil français de SEO que j'aime beaucoup aussi. Bref, très content de t'avoir Elliot, merci d'être avec nous aujourd'hui pour pouvoir parler d'un sujet qui te passionne tout autant que moi, le SEO. exactement, bonjour à tous, salut Rémi, merci pour l'invitation. Ouais. C'est avec grand plaisir que je suis ici et qu'on va parler de SEO. Merci pour la présentation. Donc let's go quoi. J'ai vu d'ailleurs, petit aparté rapide avant de démarrer, que le SEO Summit, cette année, va être dans un très bel endroit. Oui, cette année, c'est le 14 octobre au Parc des Princes. Donc on était au Grand Rex l'année dernière. Les communs sont devenus un peu petits pour un événement de 400 personnes. Donc là, on a trouvé le Parc des Princes qui a un lieu magique, historique, magnifique et qui est surtout hyper bien structuré pour accueillir ce genre d'événement. Donc voilà, donc on organise 3 salles de conférence. Vous aurez accès au replay. Il y a un déjeuner placé cette année. Il y a un peu plus de 30 sponsors, une quarantaine de confs. C'est le 14 octobre au Parc des Princes. On vend déjà les billets d'ailleurs avec une petite remise pour vous inciter à les prendre en avance. Tu es le bienvenu d'ailleurs Rémi, on va en parler après. Mais ouais, super événement qui est un peu le rassemblement de la profession SEO chaque année quoi. Depuis Exactement, bravo. 2017. Bravo à vous. On a besoin d'événements importants, je pense que ce soit dans le SEO ou dans l'IA d'ailleurs. Petit aparté personnel, si Complètement. certains gens me regardent et se reconnaîtront. Mais ouais, je pense qu'on a besoin d'événements comme ça parce qu'on a une très belle communauté, que ce soit dans le SEO ou dans l'IA, en France, en francophonie en général. Et bravo à toi pour ce bel événement. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Et on voit que ça se développe chaque année toujours plus. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ouais, je suis pas tout seul, on est une petite équipe, mais J'imagine. merci. Et oui, l'idée, c'est toujours d'aller sur des nouveaux formats, des nouvelles choses. Ok, alors je te propose d'enchaîner sur la première partie que j'ai appelée l'ère sauvage, de manière assez fun. L'ère sauvage, c'est, je dirais, l'ère qui est pré-Google, donc avant 98, cette merveilleuse période Yahoo, AltaVista pour ceux qui étaient déjà là. Et moi je l'ai noté jusqu'à 2010, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est à peu près ces 10, 12, 15 années-là, voilà, du début d'Internet finalement. Est-ce que toi, tu étais déjà là? Est-ce que tu étais encore au tout début? Qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là? Comment tu as commencé, toi, finalement? Comment j'ai commencé? Donc moi, à cette époque-là, je me connectais sur Internet en 56K hein, chez mes parents, donc j'étais au collège. Tu vois, je vois les jeunes d'aujourd'hui sur YouTube, sur machin, qui s'intéressent à 13-14 ans au e-commerce, à Shopify, tellement c'est devenu mainstream. Nous, à l'époque, il y avait vraiment aucune connaissance de ça. On en parlait très très peu, à part graver des CD, tu sais, se refiler les musiques et les jeux vidéo. On faisait pas grand chose et sur le web on allait télécharger les codes de triche au jeu, tu sais, pour au lieu d'acheter PC Mag ou je sais pas quel magazine, on allait chercher sur le web. Donc j'ai jamais eu une vision, tu vois. On entend souvent des gens dire ouais, moi à 9 ans j'avais compris que non, moi j'ai rien pigé du tout, je joue aux jeux vidéo tranquille, tu vois. Et moi je suis plutôt arrivé en 2008, donc bien après cette ère là. Par contre, tu vois, j'ai un papa qui développe, qui codait un petit peu et tout, et qui codait sur internet, qui a déjà fait des pages HTML, mais moi, j'étais pas du tout dedans à l'époque. Je sais pas, ça me bottait pas plus que ça, tu vois. Et quand je suis arrivé en 2008, on était déjà assez éloigné de cette époque-là, mais les choses étaient stabilisées. C'est-à-dire que 98, c'était plutôt ce qu'on vit actuellement avec l'IA, où il y a plein d'acteurs, on ne sait pas ce que ça va devenir, il n'y a pas de modèle économique, c'est peu monétisable, tu vois, c'est difficile.
Moi, quand je suis arrivé en 2008, c'était extrêmement bien établi. Il y avait un leader qui était Google. On savait où il fallait être. Il y avait un système d'ads, un système de SEO. Tu faisais ta tambouille parmi tout ça et basta, quoi. Et en fait, bah, j'ai appris assez rapidement, mais comme tout le monde, tu vois, avec WebRank Info d'Olivier Dufay, qui d'ailleurs intervient au prochain SEO Summit, tu vois, le monde est petit. Il y avait le livre d'Olivier Andrieux, bon, qui maintenant a pris sa retraite, mais qui était la Bible. Il y avait évidemment un peu le pape du SEO français. Hein. C'est complètement le pape. Le livre a jamais été extrêmement avancé en hack, en astuces et tout, mais c'est pas ce qu'on lui demandait. C'était régulièrement dans le temps, tu avais un suivi entre son site et son livre sur ce qu'il fallait un peu faire, les bonnes pratiques. Et bah, quand tu commences un métier, tu commences par les bonnes pratiques et pas par les hacks, les techniques, les secrets ou je sais pas quoi, tu vois. Donc moi, je suis arrivé là-dedans dans un truc assez normé quand même. Puis au début, bah, j'ai commencé par des trucs hyper basiques, c'est écrire sur un blog, tu vois. Donc j'ai pas connu la période cowboy. J'en ai discuté avec des Laurent Bourrelli, tu vois, avec des Sylvain Richard. Et Paul Sanchez a connu aussi. C'était un peu une époque que tu vois, j'avais 13-14 ans ou 12-13 ans. Donc j'ai du mal à m'y représenter. Beaucoup en parlent comme une époque d'or, de ce que tu dis, un peu le western et tout. Faut pas oublier un truc que les personnes me disaient. Tu as l'impression 30 ans après que c'était l'époque d'âge d'or, mais en fait, pour te former, il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que pour comprendre que tu pouvais prendre du contenu sur A, mettre sur B, tu pouvais mettre du texte sur blanc, blanc et ainsi de suite, bah, en fait, il fallait quand même être un peu aiguisé en R&D et avoir un peu l'habitude de fouiller parce que tu n'avais aucun événement physique où tu pouvais en discuter. Tu vois, la communauté Non, faisait peut-être complètement. 50 personnes, quoi. Ouais, non, complètement. Puis c'était vraiment, tu parles du Far West, mais en fait, dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, on pouvait faire beaucoup de choses qu'on ne pourrait plus du tout faire aujourd'hui, bien entendu. Mais par contre, aussi, tu as raison, c'était beaucoup plus compliqué. Et ce que les gens oublient aussi de cette époque-là, moi je m'en souviens bien, c'est qu'il n'y avait personne sur Internet encore par rapport à aujourd'hui. On était quelques millions, voilà, au total, quoi, j'ai envie de dire. Oui. Et puis il y avait un autre truc qui était terrible, c'est qu'à l'époque, moi je me souviens juste avant Google, où j'avais déjà commencé à créer mes premiers sites internet sur FrontPage, sur des outils comme ça. Dreamweaver est arrivé un petit peu après, je crois, de mémoire. Mais FrontPage, c'était vraiment le truc le plus basique au monde, c'est-à-dire que tu pouvais faire que du statique. Bien sûr, à cette époque-là, il n'y avait pas de dynamique, il n'y avait pas de PHP, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, tu faisais les pages une à une. Déjà, quand tu penses à ça, tu te dis, waouh, c'est quand même fou, c'était quand même une autre époque. Et je me souviens de cette époque-là où effectivement, tu n'avais personne pour t'aider, il fallait être très débrouillard. Mais c'est vrai on avait aussi, je sais pas, moi j'ai quand même il y a quand même un truc. J'aime tout autant le web d'aujourd'hui. Attention, je suis pas un mec là à dire oui, c'était mieux avant, blablabla, c'est pas vrai. Mais il y avait quelque chose de différent sur le fait que c'était une vraie liberté totale. C'est-à-dire que il n'y avait pas un, deux, trois acteurs qui étaient tentaculaires et dominaient le monde d'une manière assez incroyable comme aujourd'hui. À l'époque, c'était très ouvert encore. Et ça, c'est vrai que c'était assez fun. Par contre, tu as raison, c'était aussi très dur, très très dur. Et puis, c'était dur d'amener du trafic puisqu'il y avait très peu de gens qui arrivaient sur Internet. Et à l'époque, c'était même, avant les moteurs de recherche, tu avais ce système d'annuaire, mais à l'ancienne, quoi. Complètement. Vraiment, le Yahoo Ouais, annuaire, complètement. c'était fou, c'était fou. Donc ça, j'ai connu un petit peu les annuaires où tu te perdais vite en fait et en tant qu'utilisateur, c'était un peu une plaie de t'y retrouver quoi. Entre les mecs qui fakeaient les balises title, tu cherchais des machines à laver, tu allais sur des sites de porn, tu avais du blanc sur blanc, le site parlait pas du tout de ce que tu avais plein de mots, tu avais plein de bouillies et tout. Je me rappelle, c'était quand même assez, assez galère. Et même, tu vois, moi, je me rappelle, mon père qui développait, s'était mis au PHP. T'achetais un bouquin de PHP, gros comme ça, avec un CD, des librairies et tout, et t'avais pas le site du zéro qui t'expliquait tout de A à Z. Et quand tu allais dans Ouais. les clubs informatiques, qui s'y mettaient, c'est quand même des clubs un peu fermés, quoi. Donc dire 20 ans plus tard, ouais, c'était facile à l'époque, il y avait il y avait qu'à, il y avait personne, bah ouais, mais il y avait personne pour te montrer et t'expliquer aussi, quoi. Donc en fait, je pense qu'à toute époque, tu as eu des difficultés. Maintenant, c'est la surexposition et la surprésence d'informations basiques un peu partout sur YouTube, sur machin, qui te donne l'impression que tu peux réussir de A à Z. Et en même temps, si tu es bosseur, tu peux y arriver tout seul. Et plus bas, avant, bah, fallait connaître un petit peu et être initié, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. Moi, c'est vrai que j'ai appris grâce à un forum, mon premier forum que j'avais lancé en 2000-2001 sur Michael Jackson. Certains s'en rappellent encore. J'avais créé une belle communauté là-dessus.
Et à l'époque, justement, j'allais sur les plateformes comme SEO Sphere, tu as dû connaître aussi, le Webmaster Hub de Dan, je ne me rappelle plus de son nom de famille. S'il nous voit, je le salue aussi. Bref, toutes ces plateformes où, à l'époque, c'était très forum d'ailleurs, je me souviens. On discutait, on essayait de se partager les bons tips, les astuces, etc. Ça, c'était génial. Au niveau communautaire, je trouve que c'était vraiment sympa, la communauté qu'il y avait à cette époque-là. Bien sûr, il y avait des guéguerres, hein, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, tout le monde se rappelle. Ouais, d'ailleurs, je les salue aussi, les deux que j'ai vus se battre de manière assez publique et de manière fun. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils s'aiment et ils se détestent en même temps. C'était justement Laurent et Marie Pouréon. Il y a eu quelques passes d'armes assez fortes durant toutes ces années. Bref, c'était vraiment une époque assez folle. Et c'est vrai qu'on arrive après au roi Google, hein, vraiment, qui est pour moi la partie 2 de cette discussion. On est arrivé après dans un contexte où Google a commencé à dominer très rapidement, hein, c'est-à-dire que le système de PageRank, le système de mettre en avant les sites grâce au backlink, etc., a vraiment dominé le monde très rapidement. Finalement, je pense qu'en 2 ans et demi, Google a laminé ses concurrents, hein, littéralement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, tous les SEO professionnels, les gens un peu qui voulaient essayer de bien se positionner sur les moteurs de recherche, ont essayé des techniques, des tricks, des astuces. Et donc, Google a dû commencer à mettre en place des garde-fous, notamment pas mal de punitions. Hein, on se rappelle de Panda, de Pingouin, etc. Comment tu as vécu, toi, cette période-là ? Est-ce que tu as eu des gros coups sur la tête ? Moi, j'en partagerai un. Est-ce que toi, tu as eu des grosses galères à cette époque-là ? Alors moi, j'ai eu une grosse chance, c'est qu'à l'époque, je faisais pas de backlink. Parce que je connaissais pas, tu vois, donc j'ai un peu le syndrome du mec qui est en page 2 et qui passe en page 1 parce que la page 1 s'est fait pénaliser. Tu dis ouais, je suis le meilleur, mais en fait non, tu étais trop nul pour être en page 1, du coup tu étais en page 2 et comme les meilleurs se sont fait pénaliser, toi tu passes tu passes devant tout le monde, tu vois. Donc j'ai eu la chance que pendant Panda, Pingouin, je faisais pas de netlinking et sur mon contenu, je faisais vraiment des contenus de qualité. Comme je suis pas développeur, je n'avais rien automatisé, je faisais pas de faire ma contenu ou autre, donc je suis passé à travers les mailles. Par contre, j'ai eu une énorme chance, c'est qu'au moment où je me suis un peu intéressé à tout ça, 2014, 2015, un petit peu au Black Hat, mais qui est maintenant plus du tout du Black Hat, quoi. C'était quand même assez Black Hat. On parle quand même d'une époque où SEO Camp, tu avais interdiction de parler de netlinking. C'était incroyable. Moi, j'ai toujours pas compris cette période-là. J'étais là, mais attends, mais c'est une autre époque. C'est une autre époque. Voilà. Donc des Paul Sanchez qui ont fait notamment une conférence que vous retrouvez sur YouTube qui s'appelle Petit traité de netlinking pour les gens honnêtes, qui doit dater de 2015 ou 2016, qui est une super conférence, n'aurait jamais pu avoir lieu en 2013-2014. Mais je suis arrivé à une époque où en fait tout le monde était paralysé de faire du netlinking. Il n'y avait plus un seul lien qui sortait, on disait qu'il fallait plus en faire, et paradoxalement, tu avais certaines personnes qui continuaient à en faire et qui se faisaient ultra plaisir, puisque du coup, moins de gens vendaient des liens, ils les vendaient moins cher, il y avait une surabondance de liens, tu pouvais spammer en ninja linking. Moins de concurrence. Voilà, et moi je suis rentré là-dedans à une époque tu parlais de forum tout à l'heure. Jafar avait un forum qui a été essayé d'être relancé maintenant, qui était, j'ai perdu son nom comme d'hab, pas Sphere SEO justement, mais pas Black Hat SEO, pas Black Hat World, mais un autre qui était un forum. Ouais, un forum Black Hat hyper avancé. Donc, tout le monde dessus, mais tout le monde, c'était peut-être moins de 100 personnes, c'est peut-être 50 personnes, 40 personnes, tu vois, disaient on continue, ça fonctionne bien, et tu avais plein d'endroits où on disait que ça marchait. Donc, j'ai quand même eu cette chance et quand je suis arrivé là, tout le monde avait peur de faire un lien et moi, je suivais ou je me suis intéressé, je me suis formé avec les gens qui en faisaient. Donc, en fait, j'ai quand même eu une grosse progression d'un coup en comprenant que le netlinking était vraiment le pilier de malade, quoi. Et qu'il fallait en faire. Donc, j'ai eu la chance d'un côté de ne pas prendre les pénalités. Donc, ça ne m'a pas dégoûté du métier, ça ne m'a pas dégoûté parce que le but des pénalités était là pour ça. Hein. Tu as abusé, coup de sanction, avec tous les effets de bord à côté qu'on peut avoir. C'est-à-dire que Jocelyne, qui faisait son petit site web dans son coin avec son association du web qui avait appris à Quimper et qui vendait des petits trucs en ligne faits à la main, se fait pénaliser alors qu'elle a acheté une prestation de liens et une agence lui a mis des liens
avec des encres exactes et on dit maintenant ouais c'était n'importe quoi blabla, mais oui mais à l'époque ça marchait donc tu fais et tu vends ce qui Ça marche marchait quoi. très bien. Encore une autre époque donc faut arrêter de critiquer 20 ans plus tard en disant oui mais ceux qui faisaient ça c'était évident que ça allait se faire pénaliser, C'est ça c'est toujours un truc de facile de dingue. critiquer Mais après, oui, ouais, de critiquer après. comme l'IA, des mecs qui vont sortir mais c'était évident que les rédacteurs allaient se faire remplacer par l'IA, nous on l'avait tous venir depuis au moins 2002. Bah oui mais évidemment mais tu es complètement siphonné. Personne l'a vu venir, on s'est tous fait avoir, voilà, point. Bah là, c'était pareil. Donc moi, je suis arrivé dans cette ère-là et en fait, j'ai quand même eu la chance, c'est que, et je le redisais dans une autre interview, je me suis jamais trompé de formateur. Quand je me suis fait accompagner ou que je me suis formé, que ça soit Paul Sanchez, Laurent Bourrelli, Fred Bobet, les frères Perronnet, je ne me suis jamais trompé et j'ai toujours été excellemment et hyper bien conseillé, accompagné, formé. Donc, bah, ça a été un peu, pas facile, mais j'ai eu la voie un peu toute ouverte quand on m'expliquait ce qu'il fallait faire. Ouais, tu as bien Et tu parles sélectionné les gens avec qui tu as travaillé, du coup, ça t'a aidé à passer les crises, quoi, finalement. complètement. Et en fait, dans les futures crises, qu'il y a eu des crises après, pour moi, c'était pas des crises puisque c'était un peu évident qu'il fallait pas bosser comme ça ou qu'il fallait pas pousser les choses trop loin. Je reprends encore un truc tout con, mais là, pendant tout un moment, plein de gens ont dit non, il faut plus compléter les métadescriptions, Google les réécrit. OK, et là, on s'aperçoit maintenant que, bah, il faut les métadescriptions parce que, ChatGPT s'en sert, notamment dans sa sélection et dans son scrapping pour faire son dataset ou prendre les actus chaudes. Bah, oui, moi, on m'a jamais expliqué qu'il fallait pas les écrire. On m'a dit qu'il fallait que comme c'était trop nul ce qu'on produisait, Google était obligé de les réécrire, donc il fallait s'améliorer dans ce qu'on produisait en métadescription. Voilà ce que Exactement. moi, on m'a Tout à fait enseigné. logique, en réalité. Alors effectivement et donc 10 ans plus tard, je suis là, bah, moi j'ai toujours mes métadescriptions, hein et elles sont utilisées par ChatGPT et par plein d'autres moteurs et ça va certainement pas durer d'utiliser la méta parce qu'effectivement, comme c'est le facteur C'est le un peu moins facile à spammé. manipuler, ouais. Oui, mais justement, comme c'est le facteur le moins spammé depuis 10 ans, bah, tu prends, tu sais, c'est un peu Google qui prend la title SEO, puis après, il vient prendre la title OG Facebook ou OG réseaux sociaux, parce que comme pas de grand monde l'a spammé, normalement, elle est un peu plus naturelle, quoi. C'est ton H1, et ton H1 est pas trop spammé. Donc en fait, non, ça a été, j'ai pas pris de gros coups de massue, j'ai pas été dégoûté du métier à ce moment-là. Moi, j'ai eu un peu de chance aussi, mais un peu différemment, parce que moi, j'ai pris un coup de massue pour le coup. Euh, c'est que sur mes sites importants, ceux sur lesquels je voulais vraiment pas qu'il y ait de problème un jour ou l'autre, j'ai fait très attention à ce que j'ai fait durant les différentes périodes. Donc, du coup, ils ont passé les crises assez correctement. Par contre, effectivement, moi, j'avais déjà, voilà, tu vois, j'ai une casquette noire, j'avais déjà bien profité du Black Hat à l'époque, notamment sur deux niches sur lesquelles, pour être honnête, à l'époque, on n'avait pas le choix si on voulait se positionner sur les premières pages. J'ai nommé immobilier, rachat de crédit, voilà, pour ne pas les citer. Donc, en fait, Normal. ce qui se passait à cette époque-là, donc c'était avant 2015, hein, ce qui se passait à cette époque-là sur ces niches-là, c'est que tu n'avais pas le choix. Il fallait envoyer du bois, sinon tu n'avais même pas la moindre chance d'être positionné, quoi. Et donc, bah oui, il y a eu ferme de liens, il y a eu création de réseaux pas possibles, de sites internet, il y a eu plein de manipulations d'une manière ou d'une autre de l'algorithme. Et donc, ça a été très bon pendant les premières années où Google était encore assez faible de ce point de vue-là. Par contre, ouais, on a pris, sur ces sites-là, on a pris effectivement Panda, Pingouin, on les a tous pris, hein, les uns après les autres. Donc, ça a été une catastrophe. Mais c'est vrai que c'était super intéressant parce que honnêtement, avec le recul, je me dis que c'est normal, tu vois, que j'ai pris sur ces trucs-là. Je me rappelle ce qu'on avait mis en place. C'était logique qu'un jour ou l'autre, ça pète. On savait que c'était vraiment sur la corde raide de toute façon. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, ça a tellement bien marché et c'était tellement indispensable pour seulement exister qu'on a dû le faire, en tout cas sur ces séries de sites-là. Donc, C'est tout c'était à fait toujours ça intéressant. Ouais. c'est tout à fait ça, ce que tu dis est très juste, c'est que de toute façon, tu avais pas le choix, il fallait le faire. Donc, c'est soit tu aurais jamais été positionné, soit tu as été positionné pendant longtemps, tu as fait du cash et à un moment donné, tu fais taper dessus. Et en plus, tu pas non plus trop non visionnaire, donc tu savais qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter l'histoire. Donc en fait, dans ce cas-là, il y a pas trop de problème. Là où tout le monde a un peu critiqué le Black Hat, machin, à cette époque-là, en disant c'est pas viable, ça dure pas longtemps. N'empêche que les premiers ils en faisaient et moi j'ai vu des gens, j'ai entendu des personnes, j'entendais des gens qui 15 ans plus tard disaient oui mais l'année prochaine ce site-là il se fait pénaliser, hein. Regarde ses backlinks, regarde son contenu, nanana. Mais en fait ça faisait 15 ans qu'il encaisse, ça fait 15 ans qu'il est là, 15 ans qu'il encaisse et même s'il se fait pénaliser demain, c'est pas grave. Et moi j'ai vu des stratégies notamment dans les devis
d'agents de sécurité à Paris. C'est une histoire que je raconte souvent parce que les encres de lien, je m'étais pris la tête avec le type en disant non, une encre de lien, c'est pas devis agent sécurité Paris. C'est au minimum pour un devis d'un agent de sécurité à Paris. Minimum, voilà. Et en fait, il disait, mais je m'en fous, j'ai toujours X sites d'avance. Quand il y en a un qui se fait pénaliser, on passe au deuxième et mon budget netlinking, il passe d'un site à l'autre. Et basta. Et je suis toujours premier depuis 20 ans. Et voilà, il avait raison. Et en fait, il avait compris le truc. Il avait X domaines d'avance qu'il mettait en parking. Et en fait, il switchait les sites. Il se faisait pénaliser, il switchait, revenait. Et voilà. Et en fait, il avait dans la première page toujours les premiers et 2-3 sites qui pivotaient. On a vu plein de stratégies comme ça se faire. Et donc, du coup, oui, c'est intéressant. Donc, on parle de cette période-là. Est-ce que toi, la période Google News, la période ensuite passage à Discover, etc., est-ce que tu as des anecdotes là-dessus, sur cette période-là qui était super intéressante? Donc, j'ai appris un peu la fin des magouilles, même s'il y a eu des nouvelles magouilles ensuite. Comment tu as intégré tout ça? Comment tu as surfé sur la période Google News, Google Discover ensuite? Alors en fait, moi, j'ai pas été très bon sur cette période-là, puisqu'on s'était un peu recentré nous sur le e-commerce à ce moment-là et on avait monté une plateforme d'édition de création de t-shirts et d'impression de t-shirts. Et en fait, on est tombé par hasard en faisant de la vente de liens, en achetant des domaines. Je suis tombé par hasard sur un Google News, mais tardivement en 2020, fin 2020 en fait, un petit peu après la période Covid. Et c'est Mickaël, je ne savais pas trop quoi en faire et je pose des questions. Donc, je demande à Daidou, qui était un peu là-dedans. Je demande à Mickaël Chalet, les deux m'expliquent comment fonctionne Google Actu, ce qu'il faut faire, machin. Et en fait, bon, alors à l'époque, on avait monté un média. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un plugin WordPress, WP Auto pour pas le citer, qui permettait d'aller choper des flux, de les traduire en automatique avec DeepL, de récupérer des images et de te faire des médias. Et on avait un média sur Netflix, sur les séries, sur les épisodes. Et on se positionnait sur des trucs genre Inventing Anna, saison 2, fin, ou tu vois, ce genre de mots-clés, ou Inventing Anna, saison 2, épisode 8, ou des gens qui, au lieu de regarder l'épisode, lisaient des analyses ou regardaient l'épisode et faisaient des analyses. Donc, j'ai pas été très très bon et c'est marrant, mais en réécoutant des conférences qui ont eu lieu dans d'autres événements, en fait, je me suis aperçu que ça parlait Google Actu depuis 2018-2019, quoi. Et même Discover a été prononcé pour la première fois en 2019 dans une conf où ils expliquaient on a vu des trucs qui apparaissent aux États-Unis, il se passe ça, comme ça, on verra si ça prend en France ou pas. Et moi, j'ai pas été très bon. On était sur un autre business et quand j'ai vu Discover se développer, donc nous, on a été formés par Fabien Rakidel en Google Actu et Discover en 2021, si je dis pas de bêtises. J'ai pas foncé à fond dans le truc parce que j'étais déjà sur plein d'autres choses et que j'en ai vraiment marre de me disperser. C'était plutôt une manière de me recentrer sur ce qu'on faisait. Et après, sur Discover, je me suis toujours pas mis parce que pour moi, c'est tellement volatile que tu construis pas un business et que je suis plutôt dans une logique de construire un business avec quelque chose de valorisé et valorisable qu'on pourrait revendre ou passer la main par la suite, plutôt que faire un truc qui va se faire shooter dans quelques mois et on le sait d'avance, quoi. Mais on peut imaginer qu'avec l'IA, tu as plein de monde qui ont automatisé des sites, qui ont trouvé des stratégies, qui ont trouvé des idées, des méthodes, et qui se disent: «J'encaisse. Pendant ce temps-là, je sais que c'est pas valorisable ce que j'ai parce que je n'aurai rien à revendre ou rien à redonner, mais j'encaisse, quoi». Parce qu'il y a à encaisser, mais si tu veux, c'est un peu comme devenir joueur de foot quand tu es jeune, quoi. Ça, faut prendre au maximum et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Tout le monde veut devenir Zidane, mais tu as peu d'élus, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents. Il y a un autre problème, c'est quand ton site il rentre plus dans Discover, il faut quand même continuer à l'alimenter pour savoir. Donc tu as quand même des frais un peu, même si c'est de l'IA beaucoup maintenant, tu as des petits frais d'alimentation. Donc dès que tu as des gros réseaux, ça coûte un petit peu de sous quand même et tu peux perdre ton bénéfice. Donc c'est pas si l'Eldorado que ça. Et souvent les screens qu'on voit, c'est des screens de la meilleure journée. Tu sais, c'est un peu comme les vendeurs de formation, quoi. Ils te mettent génère jusqu'à 15 000 € par mois. Il y a un mois dans l'année où il a fait, pas par un coup de chance, mais parce que les astres étaient alignés, tu fais tes 10-15K et tu dis, voilà, tous les mois, tu peux faire 10-15K. Non, donc, il y a des très, très belles choses à faire. Il y a des gens qui ont un savoir-faire que moi, je n'ai pas du tout creusé sur le sujet. Je saurais à qui m'adresser aujourd'hui si j'avais envie d'apprendre. C'est très spécifique maintenant, j'ai l'impression, cette partie-là, effectivement, qui est très particulière et comme tu dis,
la problématique aussi, c'est que c'est difficile de planifier quelque chose sur du long terme avec ce genre de stratégie, parce que c'est très volatile et ça, c'est compliqué. Et tu vois, après, c'est une question de mentalité. Donc là, on est en juillet, on tourne en juillet 2025. Pour ceux qui sont au courant, il y a une personne qui tourne très bien sur Discover en faisant des fake news. Donc, il a racheté le site web d'un restaurant. Me demande pas pourquoi, il se retrouve à être Google Actu et il se retrouve à bien performer dans Discover. Magnifique. Ne cherchons pas pourquoi. Donc, et il fait des fake news et donc il perce toutes les cohortes à une vitesse pas possible parce qu'il fait de la fake news qui fonctionne, de la fake news EDF, CAF, impôts, tout ce que tu veux. En fait, c'est déjà un truc qui marchait depuis 1 an ou 2 sur TikTok. C'était de prendre une vidéo d'un bateau qui fonce sur des mondes et sur un quai ou sur des gens et de dire Jeff Bezos a eu un accident à Ibiza, quoi. Tu vois? Et du coup, les Comment gens ça qui peut scrollent. marcher? C'est fou. Parce que les gens, ils scrollent, ils ont Ouais. intellectuellement ce qu'on appelle un biais, c'est avoir envie de rejeter la faute sur quelqu'un. Jeff Bezos, c'est le mec à détester puisque c'est le mec qui a réussi, qui a créé la plus grosse entreprise au monde, un truc comme ça. Donc forcément, le complot du mec qui ne respecte rien, qui fonce sur les autres et qui veut dominer le monde, il est super sexy. Et en plus, il y a un accident et maintenant tu génères le truc par IA du bateau et tu mets un petit screen en disant putain, l'autre fois c'était un truc sur Oussama Hamar en disant Oussama Hamar ne respecte rien, il empêche tout un quartier de dormir et tu voyais une maison dans une vallée où il y avait énormément de bruit, mais tu n'as aucune Là, il idée y de a eu si un c'est truc lui, c'est terrible pas aussi lui. sur Omar Sy, j'ai vu là, avec l'histoire du Oui, train. voilà, on parle du même site en fait, ça vient de là. Donc tu Ah, prends d'accord. personnalité. En fait, le mécanisme profond, tu vois, où c'est là, c'est marrant, c'est le mix des entités. C'est-à-dire que tu prends des entités nommées de Google, SNCF et Omar Sy, et tu essaies de faire un truc avec. Et l'IA est vachement douée pour ça, c'est que tu lui donnes un peu de data en disant trouve-moi un truc qui pourrait arriver qui est un peu logique entre Omar Sy et la SNCF, et voilà. Et, et tu voyais que SNCF est une entité qui remontait pas mal dans Discover récemment parce qu'il y a eu des amendes. Tu sais qu'Omar Sy remontait par l'actualité française, des films et tout, donc tu mixes les deux entités, tu trouves un truc à faire, quoi. Tu vois. Donc, on voit que ça fonctionne. Et moi, pour te dire, tu vois, les différences le business, c'est quand même une question d'être aligné avec soi-même. Pour des personnes, ça, c'est normal de faire de la fake news et de faire du cash. C'est l'utilisation d'un système et d'une faille. Donc, tu as des mecs qui vont te dire, bah non, c'est tout à fait normal. Moi, je me regarde dans la glace. Et moi, j'ai arrêté Discover parce qu'on faisait un petit peu sur un site de chasse. Et donc, j'avais un truc qui marchait bien, c'est les accidents de chasse. On générait par IA, bien évidemment, en rentrant plusieurs articles et tout. Et un jour, une famille nous écrit en disant ouais, comment votre rédacteur a pu dire ça? Évidemment, faux rédacteur, machin. Et en fait, le truc était assez subtil, c'est que ça disait bah, son grand-père n'a pas fait attention, il a tué son enfant en l'emmenant à la chasse. En fait, c'était pas du tout ça qui s'était passé, c'était un autre groupe de chasseurs qui avait tiré sur le gamin. Bref, mais du coup, la famille écrivait en disant ouais, son grand-père qui adorait son petit-fils, comment vous pouvez dire que c'est lui qui l'a tué? Ouais, Et tu c'est vois, il y pas avait un cool. truc qui était quand même plus que il y avait un truc qui était plus que d'écrire un truc faux. C'était quand même toute une famille qui lit ça. Elle a perdu son gamin et tout. Moi, je m'étais dit, ouais, il y a trop de risques de déborder un petit peu. Et ce truc-là m'avait fait arrêter en disant, c'est soit je relis complètement et du coup, c'est pas très rentable, soit bah, il faut diffuser en masse de l'actu. Et moi, ce truc-là m'avait dit, c'est pas mon business. Et c'est pas une question de jeter la faute aux autres en disant t'es moral, t'es pas moral, t'es amoral. C'est un jugement personnel qui fait que moi, je suis pas aligné. Et d'autres me diront avec des trucs que je fais, sur des méthodes de prospection, par exemple, où moi, je suis tout à fait aligné avec, j'ai aucun problème, me diront, ouais, c'est immoral, nanana, tu vois. Donc, j'ai un peu digressé de la question, Je pense pardon. que chacun Mais a ses limites et il y a des limites à pas dépasser pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas les mêmes, quoi. On se rend compte qu'il y en a, exactement. les limites, on ne sait pas où elles sont en fait. On ne les Ah, trouve il y pas. en a, ouais, ouais, où limite, il y a pas de limite, puisque l'objectif étant de devenir, par exemple, riche ou d'encaisser de l'argent, bah, il y a pas, doit pas y avoir d'embûche sur ce chemin, donc on peut tout faire, quoi. Euh, et voilà, donc j'ai pas été très bon sur cette période. J'ai mis du temps déjà à la voir venir. J'ai pas été très bon et je pense qu'au final, c'est pas vraiment pour moi, quoi. Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai que sur la partie Google News Discover, c'est un peu pareil de mon côté. Moi, j'étais déjà parti un petit peu sur le web marketing en général. Je m'étais un petit peu Ce que tu me déjà, disais, ouais. ouais, pas désintéressé, mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour du SEO. Alors, c'est pas du tout pour dire que j'étais le meilleur ou quoi, hein, c'est pas ça, mais j'avais envie de voir autre chose, quoi. J'avais envie d'ouvrir un peu les horizons. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est YouTube, les réseaux sociaux, etc. La pub aussi. Et là, j'ai découvert un nouveau monde. Donc, c'est vrai que pour moi, à cette époque-là, c'est pas que j'ai lâché complètement. Je suis toujours très intéressé par le SEO, mais
j'ai commencé à m'en écarter un petit peu quand même et à m'ouvrir à d'autres horizons. Et donc, moi, je me suis plutôt intéressé à l'explosion de ce que j'appelle le SEO alternatif, c'est-à-dire le SEO sur les autres plateformes que les moteurs de recherche. Même si YouTube est un moteur de recherche, on peut le dire, c'est aussi une plateforme de vidéo. Instagram a un système qui pourrait ressembler à du SEO aussi, TikTok également, bref, toute la partie algorithmique en fait. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça et c'est passionnant et ça m'a ouvert à beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait des ponts entre les différents mondes en plus, c'est ça qui est génial. Complètement. Et puis quand tu as connu l'algo de Google avec les filtres qu'on avait en France, puisque encore une fois, tous les filtres ne sont pas déployés au monde. En France, on en avait quand même beaucoup et on en a encore beaucoup, plus qu'ailleurs parce que on a une réputation quand même auprès de Google de margoulin, de fouilleur et de hacker, entre guillemets, du moteur. Quand tu arrives sur YouTube, moi, je me rappelle d'une époque, ça marche moins bien, mais il suffisait d'appeler son fichier, le MP4 que tu chargeais par les mots-clés que tu visais. Et Google, c'était son premier critère, il se basait dessus. Donc, tu étais assez. C'était dingue. Ouais, c'était dingue. Tu pouvais rien faire à côté, pas de hashtag, pas de title, pas de machin. Le truc te montait comme ça, quoi. Et ben en fait, quand tu connaissais ce concept ne serait-ce que de critères de positionnement et de pondération, rien que ça, il suffisait de trouver les critères de pondération. Sur Amazon, c'était le nombre de visites que tu avais sur l'URL avec dans l'URL, tu sais, tu avais la provenance de la catégorie. Donc, si en Exact. gros, tu générais du trafic, on faisait ça avec Zeno Poster. Donc, tu scrapais une liste de proxys, tu les mettais dans Zeno. Ça permettait de simuler des visiteurs qui n'étaient même pas résidentiels. C'était ça aussi le hack à l'époque. Après, il a fallu faire du résidentiel et tu générais des visites sur un. Et donc, Amazon comprenait que tu étais arrivé sur ce produit par la catégorie. Donc, il te faisait remonter sur la catégorie, quoi. Mais ça, c'était simplement de la génération de traf. C'est pour ça, quand après coup, on a dit, ouais, pour le SEO, quand Navboost est arrivé, c'est les visiteurs. En réalité, les visiteurs, on connaissait un petit peu le hack de la génération de trafic depuis 2016-2017 via Amazon. Voilà. Ouais, Et là, on a maintenant, l'impression. C'est vrai que moi, je me souviens du début de YouTube, enfin, en tout cas, quand on a commencé à vraiment essayer de faire du SEO dessus, c'était tout à fait ça. C'était que j'avais l'impression de revenir au Google du début. Ouais, on aurait dit qu'ils avaient pris le système algorithmique des débuts de Google et qu'ils l'avaient collé sur YouTube, quoi. C'était assez je pense que rigolo. c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont regardé Ouais, qu'est-ce qui marche sur OK. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Non, on a un moteur de bonne qualité quand on tape notre mot-clé. À quel moment est-ce qu'on doit commencer à regarder d'autres critères et que ça nous coûte un petit peu plus cher? Parce qu'il y a ça aussi dans le classement, quoi. Dans la classification, plus tu mets de critères, plus ça te coûte un petit peu plus cher. Et non, et tu vois, là encore, Amazon, on a pris le pas puisqu'on s'est mis à vendre sur Amazon, mais j'ai pas. Il faut jamais avoir de regrets, mais j'ai pas pris les pas en mode tiens, je me mets revendeur Amazon, j'achète en Chine des trucs, je me mets vendeur Amazon seller, tu vois, genre de truc, je me mets revendeur sur Amazon de plein de produits. Et il y avait de ouais, l'argent à faire pourtant. ouais. Ça, moi, j'ai une mauvaise expérience là-dessus. Alors oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, on peut faire beaucoup d'argent et ça a été le cas de beaucoup de gens avec qui j'ai pu travailler. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de cas, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, où Amazon, quand ils se rendent compte que tel produit ou telle gamme de produits se vend bien, ah bah, ils vont aller Et ils te le volent, récupérer les bien sûr. fournisseurs et aller les vendre à ta place, quoi. Et Ça, tu connais, tu sais comment ils font sur les gros vendeurs quand ils n'arrivent pas à choper vraiment ton revendeur. En fait, ils perdent ta palette. Ils te ouais, disent, donc toi, tu montres ton bon de livraison, mais dis non, non, si vous voulez que nous, on continue le cas de rechercher votre palette, il faut nous montrer la preuve d'achat. Évidemment, tu donnes une facture. Le seul coup pour passer à côté, c'était de faire constater par huissier de justice, tu avais bien acheté, tu donnais le constat de huissier Amazon et pas ta facture. Il y en a qui ont réussi à passer un petit peu comme ça, mais du coup, ils allaient dealer avec le chinois ou le fournisseur et ils disaient clairement, bah non, je suis vendeur exclusif Amazon, ce hors de question que tu achètes encore aux Français ou autres ou qu'il y a un revendeur dans la boucle, quoi. Et c'est comme ça ouais, mais tu vois, qu'Amazon voilà, a. ça c'est terrible parce que c'est vrai que ces gens-là, enfin, c'est incroyable. J'ai eu le cas plusieurs fois, hein, notamment sur des produits, des trucs télescopiques, etc. À chaque fois, ils trouveront toujours une solution de toute manière, même s'ils ne trouvent Oui. pas directement le fournisseur. Maintenant, c'est tellement facile d'aller trouver des gens qui vont fabriquer la même chose ou quelque chose de similaire C'est comme que, Google, tu sais, c'est comme Google avec sa P0, c'est comme OpenAI qui a scanné et récupéré tous les livres et tous les écrits du monde sous couvert de la R&D pour te vendre un produit au final. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure de dire il y avait un moment libre dans les années 2000, 98, 2000, 2005 où il y avait plein de petits acteurs. Maintenant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on se retrouve quand même dans un monde où il y a
des acteurs un peu tentaculaires énormes où tu n'as plus trop le choix de passer par eux. Ils ont un peu décision sur tout, tu vois, et personne ne peut rien faire contre OpenAI qui dit moi, je vais te laisser générer un texte en utilisant le style 2. Bah non, le style 2, c'est un contenu propriétaire, il y a des droits d'auteur dessus, tu ne peux pas. Oui, mais nous, pour la recherche, blablabla. Donc en fait, c'est comme Midjourney, là, il y a seulement un procès il y a quelques mois contre Midjourney, mais je veux dire, moi je suis étonné qu'il n'y ait pas un procès mondial contre OpenAI pour lui dire où est-ce que vous avez récupéré votre dataset. Ah non, mais on ne peut pas dire secret défense, c'est dataset 1, dataset 2, dataset 3. Génial, dis-moi ce qu'il y a dedans, tu vois, ce serait quand même, dis-moi que tu as pillé tout le web pour mettre dans ton dataset. Non, mais c'est pour aider l'humanité. Et Amazon, c'est pareil. Amazon va te dire, bah non, mais c'est pour le bien des humains. Et c'est des gens, je pense, qui sont tellement sur une logique d'être visionnaire et de se dire on doit accompagner l'humanité. Il y a la série South Park qui est vraiment géniale dans la saison où il parle d'Amazon, qui est vraiment mais même pas exagérée, quoi. Elle est exagérée par le dessin animé, mais c'est complètement ça en fait. Les mecs qui bossent à l'usine Amazon et qui du coup, s'ils sont grève, ils n'ont plus leur merde Amazon, donc du coup, ils doivent retourner bosser. Et je pense que c'est ça, ouais, tu as plein de grands groupes, plus c'est gros, plus ça passe, et ils y vont, quoi. Ouais, donc aujourd'hui, on arrive effectivement à la période actuelle, on va dire depuis fin 2022, où le premier ChatGPT public est arrivé en novembre 2022, et depuis, il y a beaucoup de choses qui changent et qui continuent de changer. L'impact est énorme. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un peu deux écoles. C'est-à-dire que tu as les gens qui sont très négatifs. Ouais, l'impact est incroyable, Google, c'est fini, ils n'ont plus aucune chance, ils sont morts. Bon, moi, ça me fait toujours rire parce que voilà, Google est mort 8000 fois depuis qu'ils existent. Et puis, il y a l'autre qui dit non, mais t'inquiète pas, regarde les chiffres. Et c'est vrai que les chiffres aujourd'hui, quand on les regarde en volume, pour l'instant, l'impact des IA sur le moteur de recherche, c'est minuscule, c'est petit, c'est ridicule. Sauf qu'on oublie de dire que c'est quand même 100 fois plus que l'année dernière, par exemple. Ou peut-être 300 fois plus, je ne sais plus. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Comment toi tu vois les choses sur l'impact de l'IA sur le monde en général, mais surtout sur le SEO, bien sûr, puisque on voit des nouvelles choses arriver tous les jours là-dessus. Mais comment tu vois les choses? Alors, j'ai une chance, encore une fois, c'est que nous, on a été impacté le jour de la sortie de ChatGPT. En novembre 2022, parce qu'on a toujours une plateforme de rédaction de contenu qui s'appelle ContentRank. On bossait beaucoup avec des éditeurs de sites, donc qui avaient besoin de plusieurs dizaines de contenus pour certains par jour. Ça a dû être compliqué. Du jour au lendemain, on voyait déjà une baisse depuis septembre avec des outils américains qui étaient à la base faits pour du web marketing ou de la création marketing, mais qui pouvaient être utilisés pour autre chose. Le niveau de la génération était quand même assez basse en qualité. Pour du SEO, je parle, mais tu avais un super rédacteur qui écrivait gratuitement pour tout le monde et disponible. Donc nous, en fait, on a pris cette sauce où pendant 2 ans, quasiment, ou 1 an et demi, on a eu un chiffre d'affaires à 0 sur la prestation de rédaction. C'est-à-dire qu'on est passé de 700... Ah bah oui, on est passé de 7 ou 800 freelances qui bossaient pour nous chaque jour avec plusieurs centaines de textes qui étaient rédigés chaque jour. On avait une énorme machine de rédaction avec tout un process de qualité pour rédiger des contenus SEO et pas juste des contenus. Et le jour où ChatGPT est sorti, tout le monde était dessus et donc on n'avait plus de commandes. Et on s'est retrouvé avec un double problème. C'était que les rédacteurs nous servaient du ChatGPT non relu, puisque eux-mêmes ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire il faut lutter contre la bécane, on va produire des choses et on va démontrer des failles, non, on prenait du ChatGPT, on copiait-collait. Donc voilà, le métier a disparu. En 1 mois, il n'y avait plus de métier de rédacteur humain, c'était réglé. Donc on s'est retrouvé dans un truc hyper complexe, c'est que on devait se batailler avec les freelances, on devait se batailler avec les clients et tout le monde voyait de l'IA partout à un moment donné. Ça devient un scandale, ça devient impossible à gérer, quoi. Donc c'était impossible, donc on a coupé le truc en mode ceux qui veulent passer des commandes, vous pourrez, mais on fait plus de promotion. Et j'ai mis du temps à y revenir parce que c'était une mauvaise expérience pour moi. Donc là, je commence à sortir un peu de ce mood et ça fait 2-3 mois qu'on repousse la plateforme ContentRank, qu'on en parle et on sort des super contenus et tout se passe très bien en termes de prestations. Mais pendant très longtemps, ça a quand même été un truc un peu raide pour nous parce qu'on s'est retrouvé sans vente de prestat, plus rien à proposer. Donc on s'est remis à de la presta, on avait nos sites e-commerce et tout, mais ça a quand même été un énorme clash pour la rédaction. Et sachant que ChatGPT, ce qui te sortait, c'est ça qui est le pire, ne convenait pas pour du SEO, n'était pas optimisé. Mais même maintenant, l'optimisation sémantique n'est pas là.
Voilà. C'est-à-dire que si tu le fais bien, il n'y a aucun problème, ça te sort d'excellents trucs, mieux qu'un humain. Les productions sont vraiment extraordinaires. Si tu l'utilises mal, bah, ça te sort toujours un truc éclaté. Et à l'époque, ça sortait quand même beaucoup de choses éclatées, puisque pas grand monde savait vraiment l'utiliser. Donc, on voyait quand même au profit du gratuit des gens migrer sur quelque chose de moins bien, de plus éclaté, qui ne donnait pas des résultats. Voilà. Et en plus, si tu étais un petit peu malin, tu pouvais quand même avoir des résultats, parce que si tu lui demandais d'utiliser certains mots, euh, donc tu prenais le très vieux compile, je ne sais pas si les gens connaissent encore Elize, l'outil en ligne gratuit, bah, tu prenais 4-5 contenus du top 10, tu le mettais dans Elize, il te donnait les mots utilisés par pondération, tu récupérais les 20 plus gros et tu disais rédige-moi avec ces mots-clés-là ou intègre ces mots-clés-là dans le contenu, quoi. Donc voilà, si tu veux, le truc. Ouais, Donc donc il y ça a avait quand été même direct. Ouais, donc il y avait quand même quelques productions qui tenaient, mais comme Google avait déjà, et on ne le savait pas trop par la suite, avait quand même intégré, si tu veux, des concepts de euh, visualiser le comportement de l'internaute en ligne pour savoir si le contenu était de qualité ou pas. Bon, on s'est tous pris du Navboost, mais sans savoir que ça s'appelait Navboost parce que les contenus étaient pauvres. Donc même si j'utilisais les mots, ça te sortait des trucs du style, voilà, pour choisir votre produit, il faudra prendre la bonne décision. Il est crucial de choisir correctement, hein, ou c'est stratégique de se brosser les dents le matin. Nous Eh allons oui, faire un c'est hyper plan stratégique. stratégique. Bah, et en fait, bah oui, mais tout ça, si on s'était pas relu, pas retravaillé, pas machin, bah effectivement, euh, que quand l'internaute passait dessus, il voyait bien que c'était un contenu pauvre, creux, qui donnait pas grand-chose, et il envoyait des mauvais signaux, donc ton contenu se faisait désindexer ou en tout cas rebaisser dans les résultats de recherche. Mais à l'époque, en 2022-2023, on savait pas que ça s'appelait Navboost. On avait compris qu'il y avait un truc avec l'internaute et tout. Bon, ça c'est ça. La première vision pour moi, c'est quand même de parler des droits d'auteur, du pillage du web et tout. J'en fais pas une conviction personnelle, puisque ceux qui en ont fait une guerre personnelle n'existent plus et n'ont plus de travail. Donc, ça sert à rien d'aller lutter et d'aller dire, ça reste une conviction et je le dis, oui, c'est des mecs qui ont bafoué tout et qui, au nom de la R&D, se sont mis à scraper et à piller le web, des écrits, des livres. Les machines de scan de bouquins se sont quand même développées via les commandes d'OpenAI et de leurs fournisseurs de data parce qu'ils ont acheté des bécanes qui tournent les pages, machin et tout. Euh, ils ont quand même pillé le web, ainsi de suite. On peut voilà, tu peux reproduire le style de quelqu'un, tu peux reproduire. Donc, je suis pas super fan de la méthode. N'empêche que maintenant, si tu n'utilises pas l'IA, tu as un métro de retard, tu es moins performant et tes concurrents l'utilisent. Donc, tu n'as pas le choix, c'est que de l'utiliser. Si tu es là dans la guerre économique, il faut que tu l'utilises. Et en fait, il y a plein de tâches un peu embêtantes. Je veux dire, trier des tableaux, faire des tableaux croisés dynamiques, des trucs comme ça, c'était un peu. C'est pas Non, si le mec qui me dit je m'éclate dans mon travail à faire des tableaux croisés dynamiques. Je dis, putain, non, pas ça, quoi. Donc en fait, plein de petites tâches peuvent être automatisées, peuvent être traitées par l'IA, ce qui fait que l'humain va devoir traiter des tâches de plus en plus importantes et intéressantes. Sauf qu'on est bien d'accord que plus on monte, moins il y a besoin du coup d'humains. Donc, parce que si un freelance peut traiter le travail de 10 freelances, on est d'accord qu'il y en a 9 qui n'ont plus de travail. Et c'est Donc, ça aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je suis un peu inquiet par rapport à ça. Moi, je suis vraiment pas un anti-IA, hein. Je fais de l'IA tous les jours, je communique pareil. sur l'IA tous les jours, je me suis spécialisé dans le domaine, donc voilà, on ne pourra pas me taxer d'anti-IA. Mais par contre, il y a un truc que je vois, moi, qui m'inquiète un peu, c'est qu'effectivement, les géants de la Silicon Valley, que ce soit OpenAI, Google, les autres, ont cette stratégie de on envahit le web de quelque chose, donc là pour le coup d'outils IA, on scrape tout le monde, on s'en fout des droits d'auteur, on payera plus tard des avocats pour nous défendre. Voilà, c'est vraiment la stratégie. Le but, Exactement. c'est dominer le marché le plus vite possible pour qu'on bloque rapidement les accès à d'autres Tu sais, prestataires étrangers. c'est de Ouais, l'ubérisation et c'est purement assumé par de la tech en disant, mais complètement. attendez, il y a un problème avec les taxis, nous on arrange la vie des gens, on déploie Uber, on verra plus tard les problèmes juridiques. Non, il y a des gens en France qui ont payé des licences de taxi des fortunes, tu peux pas Et du pire jour au que lendemain. ça, on augmente les prix et on réduit la qualité de service ensuite. C'est Bah, ça le c'est pire. de la stratégie Simpress, c'est racheter tout le top 10 de Google sur de l'impression, et après, c'est d'aller augmenter les délais, s'en fiche quand tu as des problèmes de SAV, dire de toute façon, bah, je n'irai plus commander chez vous, j'irai ailleurs. Mais oui, mais le top 10 nous appartient, donc si tu veux, tout l'ADS, c'est nous, Tu peux aller top où 10, tu c'est veux, il n'y a nous, pas de problème. vas-y, 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 mon gars, va râler, tu vois. Donc,
Oui, et tu vois, j'ai quand même, tu disais OpenAI, et Google. Je mettrais quand même Google un peu en sortir du lot parce que c'était des gens détestables, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'au moins Google rachetait un brevet. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de traiter le contenu et de savoir de quelle était la thématique les modèles les premiers modèles de langage et tout, au moins ils ont racheté des boîtes et des brevets. Alors, certes, avec des magouilles, des sous-valorisations, ils ont demandé des documents avec des brevets qui valaient pas. Ils ont fait tout un tas de. C'est très bien expliqué dans une série Netflix d'ailleurs sur Google Maps et sur la techno pour zoomer sur les images satellites. Bon, si vous voulez regarder. Mais au moins, ils payaient des choses. Pas à leur valeur, mais ils ont payé. C'est-à-dire que tu pouvais valoriser une connaissance auprès de Google et dire, bah, toi, tu as besoin de mon savoir-faire, au lieu de mettre 2 ou 3 ans Oui, à le ils ont même créer, je te payé le des vends. organes de presse pendant des années. Voilà. Là, OpenAI, c'est vraiment du comment je peux squeezer le max d'acteurs entre les deux. Là, maintenant, on en arrive avec les MCP. Les MCP, tu installes ton MCP sur Claude, tu accèdes à la Search Console, tu accèdes à Data for SEO et tu peux, depuis ton Claude, interroger quel est le volume de recherche de ce mot-clé-là. Data for SEO te le donne. Donc, les outils les bêtes outils anciens, tu sais, de suivi de position de mots-clés sont morts parce que tu te fais un suiveur de position maintenant avec ce genre de data assez, Ça, c'est assez facilement. incroyable. Le MCP, Et ça a tout donc, changé parce on peut connecter les IA à de plus en plus d'outils, donc c'est mais incroyable. oui, et tu n'as même pas besoin de coder l'API. C'est-à-dire qu'avant, il fallait quand même faire l'effort de développer un agent qui codait, qui faisait les relations entre les deux. Ce qui n'était pas non plus par rapport au dev d'une API qui peut des fois prendre plusieurs semaines. Compliqué. Maintenant, le MCP, tu dis voilà, connecte-toi à la Search Console, donne-moi les 5 URL qui n'ont pas généré de traf, connecte-toi à tel outil de sémantique, analyse-moi le truc. Ok, maintenant va sur Alloscan ou va chez Data for SEO, récupère-moi des mots-clés. Et en fait, tout ça en pianotant avec avec ton Claude, quoi, ton agent, c'est même pas un agent IA, c'est une console IA, quoi. Ouais, Donc c'est en ton fait, chatbot IA connecté à tes exactement. outils. Et, Donc en fait, et en plus, maintenant, ils ont lancé le système avec. Tu peux carrément créer une application directement ouais. dans Claude, donc ça va être du délire, ça d'ailleurs. Donc en fait, tu squeezes tu squeezes les intermédiaires et moi je suis pas très confiant. Alors, je suis pas un anti-IA non plus, mais je veux dire, être pour la technologie avancée, l'utiliser, c'est pas non plus être complètement débile, c'est pas avoir des œillères. Il faut bien s'apercevoir de ce qui se passe quand même. Je vois quand même bien que le métier des monteurs vidéo peine. Je vois quand même bien que les monteurs photos, créateurs de visuels et tout, déjà avec les outils comme Canva, c'était compliqué, mais là avec l'IA, j'ai même plus besoin de personne pour détourer, pour monter des images, pour créer. Mes vignettes miniatures, mes miniatures de YouTube, je les donne à ChatGPT. Non, mais attends, Un il y a un mini. truc qui est délirant, c'est que justement, il y a un déni. C'est-à-dire que Ouais. moi, je vois encore des gens aujourd'hui me dire oui, mais tu sais, cette phrase incroyable, non, mais l'IA ne va pas remplacer les gens, elle va juste remplacer les gens qui ne l'utilisent pas. Mais oui, ça c'était il y a 2 ans en fait, mais on n'est plus en 2023. Moi, quand j'entends Et, Luc Julia, tout expert qu'il est, tout créateur de série qu'il est, c'est complètement débile ce qu'il raconte. Ça me rend fou. Non, la réalité, moi, je la vois tous les jours. Moi, je fais des workshops ici en Asie. Là, j'en ai fait un le mois dernier à Jakarta. Je présente le workshop, je dis tout ce qu'on peut faire. La première question qu'on me dit, c'est mais attends, mais j'ai plus besoin de salariés en fait. Là, ce que tu m'as montré, si je fais ça, mes salariés, je les garde pas. mais Ça sert à rien. Donc, t'as il y a vu vraiment cette problématique-là. T'as vu le projet aux US, c'est de prendre tous les leaders de tech que tu as sur les annuaires ou sur les TechCrunch and Co et de les remplacer par des agents IA et de faire que des boîtes à 1 milliard chaque boîte, mais qu'avec des agents IA au milieu. Et en fait, nous on l'a essayé, ça donne des trucs assez sympas où chaque agent IA a une fonction. Il interroge d'autres agents IA qui ont un dataset avec des fonctions. Chacun réfléchit dans sa branche et chacun remet. Et le mec en haut décide comme un PDG interrogerait son C'est responsable ça. marketing, son responsable comptable. Ce qui fonctionne mal aujourd'hui, c'est que le dataset par pays, notamment sur la loi, sur le juridique, sur tout ça, est assez mal connu. Mais, ça peut très bien fonctionner. Et quand tu dis, il y a seulement ceux qui n'utilisent pas l'IA qui vont être remplacés. Alors oui, tu peux toujours, si tu n'as pas envie de perdre du temps, parce qu'il y a quand même une notion d'un petit peu de temps. Tu veux pas perdre de temps ou autre, tu vas encore payer 10 $ pour faire une miniature YouTube, pour prendre l'exemple. Et évidemment que le Media Maker va utiliser ChatGPT pour te la créer. D'accord? Mais Oui, n'empêche que si. comment il vit? Je veux dire, avec 10 dollars pour une miniature, tu vois, il y a un moment Alors, c'est donné. des mecs à l'étranger. Alors, ça, avant l'IA, c'était déjà 10 $. C'est-à-dire que tu avais déjà des micro-freelancers partout. Je pensais que c'était plus cher que ça, tu vois.
Non, mais alors 10 $, tu n'as pas des trucs exceptionnels. Attention, c'est pas du tout une miniature qui performe sur YouTube à 150 $. À 10 $, tu donnes tout, hein, tu expliques tout ce que tu veux, tout dans le détail et tout. Et le mec ne fait que de la créa et c'est de la créa basique. Attention, mais pour un mec comme moi, ça me suffisait très bien, par exemple. Et c'est un gars à l'étranger, en offshore, je paye en dollars, machin. Je compte Il n'y a certainement plus pas les besoin de frais tout de la ça. plateforme. C'est Voilà. fini. Bon, bah, même là, le mec peut aller sur ChatGPT. Même moi, j'en prends 5 ou 6 qu'on m'a donné, plus 3 ou 4 que je copie. Et réellement, c'est ça le drame, c'est que je vole à YouTube. Je vole les droits d'auteur, je les mets et je dis bah écoute, j'aimerais bien que tu prennes la 1, tu t'inspires de ça, la 2 c'est ça, la 3 c'est comme ça, mon style graphique, mon univers, mon environnement visuel, c'est la 1, 2, 3, 4 que je viens de te donner. Fais-moi une proposition et après je discute avec lui pour modifier. Et en 20 minutes, tu as quelque chose de tout à fait cohérent. Mais je veux dire, ça veut dire que quelqu'un qui produit des miniatures comme ça à grand volume a tout intérêt à embaucher quelqu'un ou à se faire accompagner par un freelance qui est payé en temps et qui est plus payé à la minière, tu vois. Les traducteurs, Complètement. Complètement. les Non, non, shootings avec photos. Les shootings photos. Alors, ok, là, le maintenant, grand pour les photographe. produits, tu fais des footings, des faux shootings photos magnifiques. Mais avec un humain, on disait, ouais, les vêtements qu'on vend sur Amazon ou faire des sites de vêtements, mais tu prends la robe, tu la détours avec un premier outil, tu la mets dans un autre qui la fait porter, tu te retrouves avec la nana qui porte ton vêtement. Faut retoucher un petit peu parce que tout n'est pas au point et tout. Mais je veux dire, avant, tu balançais 2 000 à 3 000 euros avec un photographe local pour faire une journée de shooting, t'appelais tes potes. T'imagines toute la chaîne de valeur, en fait, toute la chaîne de valeur Complètement. qui est disruptée, c'est incroyable quand tu y penses. Le photographe, la mannequin qui était étudiante, qui prenait 200-300 balles par-ci par-là pour faire mannequin, bah maintenant on n'a plus besoin d'elle. Donc en fait, sur des très gros, on te dit oui, d'accord, mais le mannequin Dior, lui, il perd pas son emploi. Ok, les mannequins Dior, c'est 5 mannequins dans le monde ou 10 mannequins. Les étudiantes qui faisaient mannequin le week-end pour faire des démonstrations de maillot de bain, de je ne sais quoi, c'est peut-être 10 000 personnes ou 1000 nanas. Voilà, les ces mannequins traducteurs. Dior ont probablement démarré en faisant des petits shootings photos au départ. Complètement, complètement. Donc, et là, tu touches un super point. Donc, c'est-à-dire que les seniors sont là pour récupérer les problèmes de l'IA, mais ils sont devenus seniors parce qu'ils ont appris. Si maintenant, tu n'as plus de juniors qui apprennent et qu'on dit aux juniors, on vous remplace tout de suite avec l'IA, tu as un déficit à 5 ou 10 ans ou 20 ans de seniors, puisque quand tes seniors partent à la retraite et qu'ils vont... si le système de retraite n'est pas modifié d'ici là, parce qu'on ne sait pas non plus, n'est pas modifié, bah, du coup, tu ne peux pas devenir senior si on t'a pas appris. Ça, c'est un peu le coup du stagiaire. Je recherche un stage pour 3 semaines avec 20 ans d'expérience, quoi. Mais non, c'est un C'est tout stagiaire. à fait ça. Évidemment que tu vas passer du temps à lui apprendre. D'ailleurs, j'ai un ami qui est développeur expert et qui est monté maintenant dans les strates et qui gère maintenant des équipes de développeurs et qui me disait le vrai problème, c'est qu'on n'a plus besoin de dev junior. Le dev junior, c'est les outils d'IA. Et donc, bah, si ces dev juniors, ils n'ont plus aucune possibilité, bah, comment ils vont devenir dev senior? C'est tout à fait ça. On a un vrai problème de serpent qui se mord la queue, littéralement. Et même à des stagiaires. Aujourd'hui, avant, on avait toujours des petites choses à donner aux stagiaires à faire. Maintenant... Bon, on s'est un peu écarté du sujet du SEO. On va revenir dessus rapidement sur la partie un peu future. Moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je vais partager aussi le mien sur qu'est-ce qui devrait arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Essayons de sortir notre boule de cristal. On sait l'IA est en train de s'intégrer directement dans les moteurs de recherche. L'IA a un impact partout, mais il n'y a pas que ça. Comment toi, tu vois l'évolution du SEO ? Moi, alors, j'ai pas de guerre contre le GEO, le SAIO, je sais pas quel nom. C'est simplement de pas essayer de se cacher derrière des termes. Sur les donc déjà sur le fonctionnement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de plein de moteurs. Il n'y a pas que Google. Quand on dit Search Engine Optimisation, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Il n'y a rien de naturel. Il y a optimisé. Donc déjà, dans le mot référencement naturel, il y a un problème. Dans SEO, faut varier engine. YouTube est un moteur de recherche. Amazon en est un. Google en est un. Google est celui qui a rapporté le plus d'argent pour la recherche informationnelle et même le e-com, c'est là-dessus qu'on est parti. Mais il y a plein de gens qui ne font que du SEO sur Amazon. Andrea Ben Saïd, d'ailleurs, c'était un des premiers à en parler. À l'époque, tout le monde se foutait un peu de lui, mais il disait non, il y a plein d'argent à aller chercher sur plein de moteurs, il ne faut pas faire que du Google. Et là, en fait, on se retrouve exactement dans le même contexte. Il y a 2 nouveaux moteurs, Perplexity, Claude, ChatGPT, DeepSeek, Brave et un tas d'autres, et quelques autres. Et Mistral, pardon, j'oublie, Anthropic Mistral, qui se développent. Et effectivement, c'est des moteurs dits génératifs. Est-ce que c'est pour autant faut créer un nouveau concept? Non, c'est des moteurs exactement au même titre qu'Amazon, YouTube. Donc, il y a des moteurs génératifs. Il se trouve que tu n'as plus besoin d'aller lire des réponses, il les compile pour toi. Donc, il y a toujours un besoin SEO, mais c'est plus d'apparaître dans des liens bleus qui vont être cliqués, c'est d'apparaître dans le dataset qui va être utilisé pour générer la réponse. Donc,
Sauf que le mécanisme, il est assez complexe. Là, on a vu par Alexis Rilko ce week-end qui étudie en fait la corrélation entre ce que va te sortir un SearchGPT et si tu veux les moteurs de recherche. Aujourd'hui, on voyait que c'était plutôt du Bing avec une histoire de cache. Donc, on pensait à du Data Complètement. Moi, Forest. je l'ai vu, je l'ai vraiment vu à titre perso. Bing ressort super bien, c'est incroyable. Mais avec du cache, donc on pensait que c'était un genre de Data for SEO corrélé. Tu vois, je pense pas que c'était du Bing en direct. Il y avait un truc un peu bizarre, mais c'était beaucoup de Bing. Et aujourd'hui, on voit clairement la transition, c'est du Google. Bah, en même temps, ChatGPT, j'en parlais tout à l'heure, a récupéré Google My Business, qui est une propriété privée, une exclusivité de Google, puisque c'est avec le système de fiches Google My Business et de fiches entreprise Google que Google a autant d'infos sur les entreprises. ChatGPT a repris. Le e-commerce sur ChatGPT, c'est clairement la même UX que du shopping. Donc voilà. Donc maintenant, il prend Google et d'ailleurs, si les outils, tu parlais de Yuda tout à l'heure, si des outils comme Yuda, on a été obligé de leur faire un virage quasiment à 360, c'est parce que scraper Google va être une guerre et va être un combat et tu gagnes jamais face à Google. Donc moi, mon avis, c'est que le métier, il change un petit peu, c'est qu'on va faire du SEO pour les moteurs génératifs pour être dans le dataset. Ça pose quand même un énorme problème, c'est que l'IA se trompe toujours. Donner une étude un peu complexe avec des chiffres à l'IA et poser-lui des questions, vous allez voir que de temps en temps, il tape à côté. D'accord? Même sur un petit volume de texte. Donc, même si tu es dans la source, tu seras mal cité. Potentiellement, l'IA a une erreur ou elle se trompe dans ce qu'elle va citer. Et de deux, toutes les IA ne sont pas à la même échelle sur le nombre de citations de marques. Par exemple, Perplexity cite beaucoup, c'est normal, il donne ses sources. ChatGPT cite moins. DeepSeek ne cite pas des Français. Voilà. Et en fait, l'enjeu est quand même là, c'est-à-dire que mécaniquement et d'un point de vue technologie, on a un problème, il y a un truc qui fonctionne mal, c'est qu'on va moins citer les marques. Mais de toute façon, pour acheter, il faudra bien des marques. Donc ça va se débloquer à mon avis à moyen terme et je pense que c'est septembre. Tu vois, pour en discuter avec Vincent Terrazi, Sylvain Perronnet et même Olivier Segonzac, tu vois, sur un peu l'IA, comment ils voient évoluer. On voit que ChatGPT va vers du e-commerce. Ils ont intégré PayPal. Probablement Ils qu'un vont jour, vers du e-commerce et du réseau social. C'est moi ce que je ressens, je vois arriver. ils volent la place. Genre, ils volent, pardon, mais ils sont en train de prendre la place d'un Facebook et d'un Amazon, puisqu'il y a encore une étape avant de dominer le monde. Donc, autant aller manger les premiers à l'échelle en haut et dominer. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'intégrer un réseau social dans ChatGPT, ce serait incroyablement bien pour générer de nouvelles datas qu'on va pouvoir utiliser pour entraîner les modèles. Évidemment, pourquoi Reddit est utilisé comme source, pourquoi LinkedIn, pourquoi Facebook? Parce qu'il y a énormément de ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content, du contenu généré par les utilisateurs. Et là, tu as tout. Tu as tout. Tu as une mine d'or sur un sujet. C'est pour ça que quand on rédige des pages de vente en copywriting, on va fouiller chez Reddit quand c'est un sujet un peu international ou sur Facebook. Bon, bref, je redigresse encore. Mais voilà, pour moi, le jeu, il va être là. C'est à quel moment ils intègrent de la monétisation dans ces moteurs-là. À quel moment on va avoir un merchant center qui nous remonte des mots-clés. Et de toute façon, à un moment donné, l'internaute aura besoin d'acheter une marque. Donc, je pense que sur les requêtes informationnelles, ça va être de plus en plus dur de se détacher et d'être cité, sauf si tu as vraiment des choses extraordinaires et nouvelles à dire. D'où le concept des entités nommées qui est hyper important et on le voit utilisé avec des fake news. Donc là, l'idée, ça sera comment moi, mes entités peuvent être utilisées avec les entités de l'actu ou d'autres entités pour essayer de réapparaître. Et après, de toute façon, les internautes vont devoir acheter des marques. Donc, quand ils tapent une marque, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils demanderont à ChatGPT ou à Claude, cite-moi les 5 meilleures marques de chaussures. Dans ces chaussures-là, dis-moi les meilleures chaussures de randonnée pour aller au lac d'Annecy. Merci. Et du coup, dis-moi où est-ce que je peux les acheter. Je pense que ça, c'est quand même un usage avancé qui va mettre du temps à s'installer. Où on tapera dans Google la marque en disant Decathlon et tu iras sur le site de Decathlon et tu iras acheter sur le site en ligne de Decathlon. Mais probablement qu'on va aller vers… Je vois de plus en plus l'usage effectivement de comparaison, de comparatif. Je vois beaucoup dans mes workshops, dans mes ateliers, les gens utiliser l'IA pour ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie d'avoir la meilleure caméra possible pour tel usage. Voici ma façon de vivre, si tu veux. Voici les besoins qui sont importants pour moi. Voici mon maximum en termes de budget. Fais-moi quelque chose. Et c'est vrai que l'IA est de plus en plus intéressante pour ça aussi. Et aujourd'hui, là-dessus, les données qui sont récupérées sont des données scrappées, donc possiblement erronées, trop vieilles ou autres. Le jour où des e-commerçants peuvent se connecter par API à OpenAI, à ChatGPT et donner les SKU, donner toutes les caractéristiques techniques, toutes les informations ou en microdata,
voilà, à ChatGPT, la comparaison est encore plus fine parce que là, aujourd'hui, quand un scrapper vient récupérer dans du HTML, un header, un footer, où est mon title, quelle marque c'est, la taille, la durée de la batterie, machin, si tu lui capitalises tout dans un flux API et qui sera donné par MCP à OpenAI, donc tous les CMS vont s'y connecter ultra facilement. Un flux normé, voilà, un flux normé, comme tu as du flux Google Shopping, du flux je ne sais quoi, du flux Shipping. Ça va être le retour des flux RSS, non, je déconne. Mais ouais, non, mais c'est un genre de feed, c'est du JSON-LD, mais c'est les mêmes genres de combinaisons. Et tu donneras ton flux, et du coup, ChatGPT pourra te faire un tableau comparatif sur la base de data hyper normée et hyper vraie et à jour, et t'envoyer chez le e-commerçant. Et même pas, tu n'auras peut-être même plus besoin d'aller sur le site du e-commerçant. Tu pourras dire, OK, le meilleur choix, ça a l'air d'être chez Decathlon, j'irai le chercher en magasin. Et le truc vient passer la commande à ton nom, il connaît ton compte Decathlon, il sait quel est ton truc, il a ton nom, il a toutes tes infos, donc ça devient un super assistant. Et la recherche de l'information va être complètement différente. Ça, c'est ma projection aujourd'hui, où je pense que les gens rechercheront toujours de la data, mais il y aura toujours un frein, et ça, c'est pas un frein en disant il faut attendre, ça va s'arranger. L'IA va toujours se tromper quand elle répond à des questions sur la base d'un dataset, sur la base d'un corpus d'informations. Et ça, même si ça peut être limité, je vois mal dans le temps comment à un moment donné on pourra faire croire donc à 100% à ce que dit l'IA. Donc les gens devront vérifier. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, il y aura encore un peu de recherche en moteur. Je ne sais pas toi, quelle est ta vision, mais j'ai pas de boule de cristal et je vais, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Après, c'est vrai que moi, la problématique que j'ai par rapport à la recherche d'informations, c'est que je regarde comme les gens en recherche en général, même avant l'IA, il y a très peu de gens qui vont vraiment vérifier la véracité des informations. Ça m'a toujours rendu fou. J'ai jamais compris ce concept-là. C'est les gens, ils voient une info, ouais, c'est sûr, c'est vrai, c'est arrivé, c'est sûr. Je sais pas, mais à un moment donné, tu n'as pas un esprit critique, tu as pas. Est-ce qu'il faut pas les vérifier? Est-ce qu'il n'y a pas un biais politique? Est-ce qu'il y a pas. Donc je me dis, moi je vois comme. Tu sais, à l'époque, on disait ce que dit Google, c'est la vérité. Beaucoup de gens disaient ça et beaucoup de gens le disent encore aujourd'hui. Non, mais je l'ai vu dans Google, comme je l'ai vu à TF1. Vu à la télé, exactement. Voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, maintenant, je l'ai vu dans l'IA. C'est-à-dire que tu as beau dire aux gens, il faut vérifier quand même les informations, il faut avoir des bonnes pratiques, il faut avoir un esprit critique. La plupart des gens avec qui j'ai travaillé sur ces sujets-là restent sur, non mais c'est sûr, maintenant, c'est connecté à Internet, donc c'est bon. Ah, parce que ChatGPT est connecté à Internet, ça veut dire qu'il dit toujours la vérité? Mais absolument pas. D'ailleurs, il y a toujours une phrase sur ChatGPT qui dit ChatGPT peut commettre des erreurs. Il est recommandé de vérifier les informations. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait lui-même la réalité. Moi, je fais énormément de grosses recherches documentaires sur des sujets divers et variés pour créer des documents, etc. Et oui, il y a toujours 2-3 erreurs. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'utiliser. Je continue de l'utiliser parce que ça me fait gagner un temps fou et que sinon, je n'aurais jamais pu faire ces documents en temps et en heure. Mais il faut toujours vérifier les informations. Il n'y a pas de choix. Donc, pour l'avenir, moi, ce que je vois, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir les résultats qu'on va avoir avec l'intégration de l'IA directement dans les moteurs de recherche, hein, chez Google, bien sûr. Je pense, moi, la vraie problématique que je vois, c'est il va y avoir un énorme déficit de clics sur les sites Internet, c'est sûr. Je veux dire, ça ne peut pas être autrement. Je veux dire, c'est obligatoire que... Est-ce que c'était des clics qui achetaient? C'est-à-dire que quand tu apparais sur la taille de Michael Jordan et que les gens cliquent sur ton kit, tu vois, est-ce qu'ils avaient envie d'acheter une paire de chaussures? Alors oui, ok. Ouais, mais alors là, tu vois, là, tu prends un truc en disant, mais est-ce qu'une recherche, c'est toujours pour acheter? Tu vois, il y a ça aussi. Est-ce qu'on est que dans un monde commercial? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais on crée du contenu, si on reparle du cocon sémantique ou juste de la création de contenu, on crée du contenu sur la taille de Michael Jordan parce qu'on est un site de basket et qu'on vend des trucs, des affaires de sport pour faire la pratique du basketball. À un moment donné, on a aussi, nous, détourné le truc d'aller chercher la petite bête sur Google en disant, puisque des gens veulent connaître la taille de Michael Jordan, on va l'écrire et on va mettre des bannières de vente. En fait, c'est juste que cette pratique qui était quand même... qui est devenu normal, mais qui à un moment donné était un petit peu tiré par les cheveux et on en a abusé, juste on revient au truc centré, c'est quelqu'un qui rentre dans un magasin, il veut acheter. S'il ne veut pas acheter, il ne rentre pas dans le magasin. Est-ce que c'est très grave? Ça va être intéressant de voir. Moi, ce que je vois aussi, c'est d'ailleurs les chiffres le montrent, hein, chaque année, on perd entre 10 et 15% d'Internet. Hein, c'est-à-dire que la taille d'Internet diminue de manière très rapide. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se disent à quoi bon faire un site, à quoi bon maintenir un site si de toute façon tout va être trouvé sur tout a déjà été dit et tout est vu. Voilà, exactement. Et ça, c'est inquiétant aussi parce que je me dis, mais attends, mais
C'est la première fois dans l'histoire, depuis qu'Internet existe, qu'on est en train de réduire la taille d'Internet. Donc, intéressant. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Alors, je suis d'accord, il va y avoir beaucoup de merde qui vont disparaître, et ça, c'est très bien. Mais je me dis qu'il va y avoir quand même dans le lot des trucs intéressants, et je me dis, comment ça va être? Que va devenir Internet? Et moi, l'autre gros truc que je vois arriver, gros comme une maison depuis un an, on a eu l'évolution incroyable des textes avec le début de ChatGPT, on a eu l'évolution incroyable des images, et là, on arrive vers la vidéo maintenant. Je vois de plus en plus d'outils incroyables, Kling, Sora, VO3 de chez Google. On arrive à créer des vidéos de plus en plus réalistes, de plus en plus impressionnantes, et du coup, ce qui se passe, moi, ce que j'ai vu sur les moteurs de recherche que j'appelle TikTok ou Instagram, sur ces moteurs-là, il y a une invasion, vraiment, moi je la vois vraiment, il y a un gros changement là depuis 2 ou 3 mois. Les algorithmes mettent vraiment en avant ces produits-là, ces productions-là. Je ne sais pas si c'est parce que ces productions-là sont virales, je pense que oui. Oui. Et je me demande ce que ça va donner dans la durée, en fait. J'arrive pas encore à savoir si c'est une ça, mode. tu vois, c'est un effet de bord. C'est comme les gens. Pourquoi les SEO? Parce que c'est des éditeurs de sites. Les SEO font du Google Discover, c'est parce qu'il y a un système de monétisation. Tu enlèves la monétisation TikTok, tu as plein de créateurs qui font de l'argent Ça va en plus tous les nettoyer. mois. Voilà, bah, ça nettoiera les vidéos du Yeti, les trucs et machins un peu humoristiques. Bah, c'est de la création de contenu. C'est-à-dire qu'au lieu de te mettre face caméra et de faire des sketchs comme plusieurs créateurs font, faire des petits sketchs rigolos, machin, bah, tu prends ton outil VO3 et ce qu'on ne dit pas, tu génères pour quelques euros ta vidéo. Tu vois, c'est pas gratuit, c'est pas je génère et c'est bon. Donc, il faut faire ton script, il faut générer ta vidéo, tu la mets sur TikTok et tu l'as fait parce que tu as une monétisation. Le jour où tu n'as plus de monétisation en face, tu n'as plus ces créateurs-là. Il n'y aura plus que les passionnés, ouais. Il n'y aura plus que les passionnés à ce moment-là. Mais c'est intéressant, Ou tu vois, les moi, commerciaux, ou les vendeurs, ouais, ou les ouais, sites clairement. qui vendent, qui créeront du contenu pour t'expliquer comment utiliser ton ballon de basketball, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a le dernier point aussi, un peu pour conclure, on va être à bientôt 1 heure. C'est moi ce que j'ai remarqué aussi un point. Beaucoup de gens me disent encore, ouais, mais moi j'ai envie de faire de la qualité, donc j'ai pas envie de faire de la quantité. Et moi je leur dis, mais en fait vous avez plus le choix. C'est-à-dire que maintenant on vous demande plus votre avis. Il y a tellement de contenus IA qui sont générés et qui vont être générés dans les mois et les années qui viennent que si vous produisez pas beaucoup, vous allez être inexistant en fait. Personne va vous voir. Donc à un moment donné, il va falloir faire les deux en fait. Améliorer votre qualité et améliorer votre quantité aussi. Parce que, surtout que les contenus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, en tout cas, moi, je le vois de plus en plus, sur de plus en plus de plateformes, les contenus sont de plus en plus courts en termes de diffusion. C'est-à-dire que les plateformes aiment bien produire, enfin montrer plutôt du contenu frais plutôt que du contenu ancien. Il y a quelques exceptions, mais c'est LinkedIn, ouais, LinkedIn est une exception où justement, pour éviter cet afflux de contenu, ils te le laissent vivre jusqu'à 3 semaines. Donc des gens qui publient mais moins 3 semaines, pourraient tu te rends avoir compte, 3 l'impression. semaines, c'est rien, en vrai. Oui, pardon. Oui, non, mais je parlais à TikTok où TikTok, c'est 1 heure ou 2. Ah, là, c'est Ton délire. short, il prend dans les 2 heures ou il prendra jamais, quoi, tu vois. Tout à fait. Et ce que tu dis est tout à fait vrai sur plusieurs points. Et du coup, je reviens quand même sur cette histoire de. Je ne vais pas faire très long parce qu'on est au bout, on est sur 1 heure. On a créé du contenu en masse pour mettre de la pub et vendre des liens parce qu'il y avait un modèle économique en face. Si on enlève ce modèle économique, il y a déjà moins de pourriture du web et il y a moins de contenu poubelle qui est balancé. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le contenu poubelle, il est beaucoup donné parce qu'on nous a dit qu'il fallait produire du contenu et que ça se vend, ça se monnaie. Après, Google a aussi prouvé sur les nouveaux modèles de langue qu'un index à 4 milliards de contenu est aussi qualitatif qu'un index à 100 milliards. Donc maintenant, avec les modèles de langue et les capacités de calcul, les nouveaux types de serveurs, on n'est plus sur du GPU et tout, peuvent permettre d'être beaucoup plus qualitatifs et d'améliorer aussi. De toute façon, pour moi, il y a une amélioration de la qualité des contenus, puisqu'on oublie les contenus offshore qu'on publiait entre 2015 et 2020, qui étaient vraiment, en plus d'être pas optimisés sémantiquement, ils ne voulaient rien dire, c'était du repépète de tout. Là, quand même, sur l'IA, même si tu ne sais pas manipuler, tu as quand même un contenu bien écrit en français sans faute, ce qui n'était pas le cas avant. Et sur ton côté sens critique, on retrouve des cours en entreprise de sens critique, des formations sur le sens critique, parce que, comme tu le dis, c'était lu sur un site, c'était lu sur Google, c'était lu quelque part, c'était forcément vrai. Et en fait, pas du tout. Et là, les brouteurs, je pense, se sont pas encore mis à l'IA parce qu'on voit pas des arnaques fleurir ça va arriver fabuleuses. fort. Avec l'IA, ça va arriver très fort quand ça va tomber sur des gens mal intentionnés qui vont faire des appels. Ton banquier, ça sera une IA. Il clone la voix d'un banquier, je ne sais pas comment. Il t'appelle, tu tombes sur une plateforme. D'ailleurs, je vous conseille de ne plus prendre d'appel à partir d'aujourd'hui. Alors, tu vois, c'est très rigolo parce que nous, c'est dans la culture d'entreprise, on a toujours fait beaucoup de prospection sortante.
pour justement démarcher, se faire connaître, ainsi de suite. Et on voit aujourd'hui qu'il y a même quand tu appelles, tu es pile poil dans la cible, hein, je ne parle pas d'appeler le bottin, mais tu appelles une agence SEO, tu sais qu'ils vont acheter telle ou telle prestation et tu leur dis on en fait, tu sens qu'il y a un ras-le-bol, il y en a. Voilà, et j'en discutais avec un copain et il me dit mais tu vois, avant toi, ton équipe m'a appelé, avant toi, j'étais au 8e ou 9e appel à 11h du matin de démarchage. Il dit le téléphone ne sonne plus pour des clients, ça sonne pour du démarchage. Donc il y a un ras-le-bol du téléphone et je pense que les IA vont venir d'achever ce canal. Si en plus les peu que tu as, c'est de l'arnaque, tu vois. Donc ça va calmer tout le monde, ouais, clairement. Ça va calmer tout le ça monde. va calmer tout le monde et puis les arnaques sont très grossières. Donc je pense que tout ça va évoluer, mais on voit quand même une tendance qui est que les gens viendront sur ton site internet s'ils veulent acheter. Et effectivement, pour l'information, maintenant, l'information, elle est donnée ailleurs. Tout le stratège et toute la logique, c'est de se dire, quand quelqu'un recherche de l'information, comment je peux faire ressortir ma marque. Mais c'est un peu comme si le dimanche, tu vas au resto et que tu voulais faire défiler sur la carte du resto des pubs. Certains le font. Oui. En fait, ce qu'on a fait avec l'informationnel, c'est exactement ça. C'était au resto tranquille, tu as envie de te détendre, on te met des pubs et des pop-up et des trucs. Bah, là, c'était ça quand tu recherchais la taille de Michael Jordan, tu ne voulais pas acheter, mais on te mettait des pubs en te disant ça serait bien d'acheter nos chaussures. C'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, super, merci Eliott, c'était vraiment super intéressant. Est-ce que tu as une dernière chose à dire pour conclure un peu tout ça? Peut-être nous reparler du summit. Ouais, merci de ton invitation. Rendez-vous au SEO Summit au Parc des Princes le 14 octobre. Il va y avoir 37 conférences, dont Vincent Terrazi, Sylvain Perronnet, Paul Sanchez. On va avoir énormément de monde sur plein de thématiques. On ouvre aussi à l'IA, comme tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas encore d'événements énormément IA ou accessibles. Donc, on a justement des acteurs, des ateliers, des conférences sur l'utilisation de l'IA concrète, sur comment faire. On va beaucoup axer aussi sur le renouveau demain du netlinking. Qu'est-ce qu'on fait avec nos liens? Est-ce que ça importe encore ou pas pour le positionnement? Comment est-ce qu'on peut apparaître dans les IA? Comment est-ce qu'on peut apparaître dans le dataset de ChatGPT? Comment est-ce qu'on peut être cité par les IA Overview, par tout ça? Donc, on est vraiment à la pointe de ce sujet-là. Et moi, j'ai une grande chance. J'ai travaillé pour, mais j'ai aussi la chance de connaître tout le monde un peu dans la communauté et de savoir vraiment qui est en avant sur quel sujet et de pouvoir faire intervenir les gens sur tel sujet, de telle manière, parce que je sais qu'il est hyper avancé. Lui, il traitera comme ça. Lui, il traitera comme ça. Donc, en fait, ça permet vraiment de réunir les plus grands experts et les gens qui ont des choses à dire sur des sujets à un instant T. Et comme vous avez les replays, même si vous ne pouvez pas assister à la quarantaine de conférences, vous pouvez tout à fait les revoir en replay. Donc après, vous allez pouvoir détailler tout ça et vous repartez vraiment. Je vois aujourd'hui, on est en train de parler de choses qu'on a données au SEO Summit du 6 décembre au Grand Rex dernier, en 2024. En fait, des choses sortent maintenant. Il y a des gens quand même qui ont 6 mois d'avance. Et en ce moment, avec l'IA où ça change quasiment tous les 3 jours, avoir 6 mois d'avance sur un marché, c'est quand même énorme. Et je n'ai pas du tout parlé du réseau. Ouais, ça change tout, clairement, ça change tout d'assister à ce genre d'événement. Et en plus, le réseau, ça te permet vraiment de t'intégrer dans une communauté, surtout en ce moment où il faut se serrer les coudes. On ne peut pas être partout, on ne peut pas voir tous les outils qui sortent, on ne peut pas être au courant de tous les derniers trucs. Donc, en fait, le fait de rejoindre une communauté comme ça et de rester soudé à l'écoute et avoir des contacts, ça te permet d'avancer plus vite à plusieurs. Et pendant que tu as A qui cherche sur tel secteur, tu as B qui bosse là-dessus, tu as C aussi. Donc, tu es 4-5 personnes à se donner ses acquis, ses tests, ses connaissances et tu avances beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que tout seul, quoi. Et je crois vraiment que demain, tout seul, ça a toujours été un peu le cas, mais là, tout seul, tu es vraiment foutu. C'est compliqué, c'est compliqué. Merci beaucoup, Eliott. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et puis, rendez-vous à bientôt, alors. Et le rendez-vous le 14 octobre, merci. Merci Rémi pour l'invitation et puis rendez-vous le 14 octobre au Parc des Princes et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à tous, à très vite.